Bienvenue dans ce numéro spécial d'Alafia Hebdo consacré à la modification ou en tout cas au renouvellement de la constitution du Mali, mais également sur le délai, le nouveau délai de la transition. Il s'agit évidemment du délai de 24 mois communiqué sur la chaîne nationale. On reçoit sur ce plateau donc monsieur Messaoud Ould Breika, président de l'Assemblée nationale convergente des jeunes du Mali. Merci beaucoup, Messaoud, d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Nous avons également sur ce plateau le porte-parole de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage, M. Hamadi Diko. Vous avez décidé de changer, j'espère, cette fois de porte-parole. En général, on a Clément Dembélé. Félicitations parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, les différentes organisations. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Nous avons également sur ce plateau Koumbaba, qui est femme leader, communicante genre, animatrice également, de la célèbre émission Moussoya. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Maïga, c'est moi qui vous remercie. Et enfin Badi Haïdara, qui est le secrétaire politique du mouvement politique Mali Renaissance. Merci à vous également d'être là avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Alors, on va commencer avec M. Breika, Messaoud Breika. Plusieurs fois, la Constitution, en tout cas, les différents régimes successifs ont tenté de modifier cette Constitution. Vous pensez que cette fois, c'est la bonne? Merci beaucoup, M. Maïga, d'abord pour l'invitation et aussi des thèmes très pertinents. La modification constitutionnelle, effectivement, fait l'objet de plusieurs tentatives, à l'exception du président, si je ne me trompe pas, Alpha Oumar Konaré. À plusieurs reprises, on a essayé de modifier la Constitution. Cette volonté des autorités de la transition, sans doute, s'inscrit dans ce besoin longtemps manifesté à travers plusieurs assises nationales, de la conférence d'entente nationale au DNI, au récent dialogue national inclusif qui a été organisé, et aussi les assises nationales de la transition et les assises nationales aussi de la refondation. Donc à chaque fois où on a fait appel au peuple malien pour observer et opiner sur la vie de la nation et la gestion des affaires publiques, et relever cette volonté de vouloir modifier la Constitution, l'adapter à des nouveaux défis. Et cette fois-ci, ça intervient à des moments très particuliers, parce que la Constitution, elle est garante d'un certain nombre d'éléments, notamment la souveraineté du peuple malien, la satisfaction du peuple à travers des institutions de la République qui doivent exercer un certain pouvoir qui est dicté dans cette loi mère, et aussi ajuster les rapports interinstitutionnels dans la Constitution. Donc aujourd'hui, on peut classer cette volonté de vouloir modifier ou d'ailleurs rédiger une nouvelle Constitution, parce que dans le communiqué, il y a une petite ambiguïté. On ne sait pas s'il s'agit d'une nouvelle Constitution ou s'il s'agit d'une modification de la Constitution. Et dans ce même article, on note une complexité, une ambiguïté entre décret et arrêté. Donc, pour des personnes qui veulent se donner une ambition d'aller vers une nouvelle constitution, je pense que c'est très risqué, lorsqu'on peine même à faire la différence entre un décret et un arrêté. Je pense au niveau de l'article 3 du communiqué, si j'ai bonne mémoire, on parle du président qui va arrêter sur quelque chose. Le président ne signe pas des arrêtés. Non, le président ne signe pas des arrêtés. Je vais parler sur le contrôle des étudiants en droit, ça doit être fondamental. Peut-être première année droit, on explique ce que c'est un arrêté, ce que c'est un décret. Mais la nécessité quand même de la modification de la Constitution, elle est pertinente, elle est avérée et tout le monde y adhère. Maintenant, les moyens par lesquels y parvenir, les acteurs par lesquels il faut y parvenir, et le processus est très important. Parce que lorsqu'on parle de nouvelles constitutions, il faut prendre en compte des aspirations du peuple, que ce ne soit pas une constitution de palais, mais que ce soit une constitution du peuple. Très bien. Monsieur Diko, vous, quel est votre point de vue au niveau de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage? Vous pensez que cette modification va enfin avoir lieu? Monsieur Maïga, merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie aussi tous les spectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Alors, pour moi, je pense que la priorité véritablement ne doit pas être le renouvellement de la Constitution vu les temps impartis que la transition s'est fixée, notamment 24 mois dont on peine à trouver un consensus. Il faut comprendre qu'aujourd'hui,
nous ne voyons véritablement pas cette nécessité de renouveler cette constitution. Quand bien même, renouveler une constitution sous-entend que cette constitution a vocation de durer longtemps. Peut-être ça doit tracer la destinée du Mali dans les 10, 20, 30, 40 et 50 années à venir. Modifier, on peut comprendre cela. Sinon, si nous nous hasardons à aller vers un renouvellement de cette constitution, je pense qu'elle n'aura qu'un seul objectif, c'est seulement mettre en application l'accord d'Alger. Que le gouvernement actuel nous dise qu'ils veulent modifier, ils veulent renouveler notre constitution justement pour ça, ou s'il y a d'autres objectifs qu'ils nous disent. Parce qu'aujourd'hui, ils peinent à trouver ce qu'on appelle un large consensus. Vous vous interrogez ou vous avez des preuves? Nous nous interrogeons de la nécessité réelle, vu le temps imparti. Pourquoi mettre ça encore sur la table, quand bien même nous avons beaucoup de défis aujourd'hui? Il n'y a pas du lien entre l'accord et le renouvellement. Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose ou je ne sais pas, est-ce que c'est fondamentalement juste à cause de ça? Oui, moi, à mon entendement, il n'y a pas lieu de poser, d'amener cette question-là sur la table pour le moment. Okay. Pourquoi je dis ça? Parce que les autorités actuelles peinent à réunir d'abord. Il faut d'abord une large consensus. Il faut avoir un consensus large avec tous les acteurs politiques, comme a souligné mon co-débatteur. Et également, il faut aussi permettre aux gens, du point de vue territorial, que les gens puissent se mettre d'accord sur certaines choses. Et notamment, nous avons aussi des problèmes ethniques au Mali. Nous avons beaucoup de divergences. Aujourd'hui, il faut parvenir aujourd'hui à faire ce qu'on appelle faire prévaloir l'unité nationale. Et pour cela... attendez, Monsieur Diko, est-ce qu'il y a des problèmes ethniques au Mali? Est-ce que c'est ce que pense la plateforme? Votre plateforme? Non, il y a des problèmes. Ou bien je me trompe? Non, il y a J'ai cru entendre problème ethnique, mais je ne sais pas. Il y a des problèmes identitaires au Mali. Il faut reconnaître cela qu'il y a un problème identitaire au Mali. Et la Constitution doit prendre... Et la Constitution doit prendre... Le renouvellement de la Constitution doit prendre en compte tous ces paramètres, des paramètres territoriaux, des paramètres ethniques. Est-ce que vous avez des documents au niveau de la plateforme qui proposent je ne sais pas, des dispositions nouvelles qui Bien sûr, parce que vous savez, renouveler une constitution... Vous avez travaillé là-dessus ou pas? Renouveler une constitution ne dépend pas d'un seul, d'un clan ou d'un groupe d'individus. Chacun peut, je ne sais pas, travailler... Oui, et pour cela, cette initiative, c'est les autorités aujourd'hui qui doivent aller vers les autres. Et c'est dire que renouveler une constitution ou changer une constitution, ce n'est pas quelque chose de facile. Quand bien même nous avons beaucoup de priorités actuellement. Et la priorité, soit on va vers cette question, renouveler et on laisse toutes les autres priorités, soit on se met à faire ça encore. Ok. Koumba, vous pensez que la Constitution, il est nécessaire aujourd'hui, comme M. Breka, de modifier cette Constitution-là, mais peut-être qu'avec des conditions, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des conditions à ce niveau-là? Pour moi, je pense que l'opportunité de la révision, du renouvellement de la Constitution ne s'oppose pas. Parce que je pense que Oulvaïka l'a mentionné, même si lui, il veut dire qu'on ne l'a pas... Il y a une petite confusion parce que lui, il dit qu'il est pour la révision, mais il ne veut pas le renouvellement. Moi, je pense que ça, c'est une technicalité. Parce que pendant très longtemps, le tiraillement a été, en tout cas depuis ces 10 dernières années, le tiraillement a été autour de l'article 118. Parce qu'on dit qu'une partie du territoire est annexée, nous ne connaissons pas la paix depuis 10 ans, donc il ne faudrait pas toucher à la Constitution. Mais tout le monde est unanime que la Constitution, elle a des carences. Et je ne sais pas honteux. 30 ans dans la vie d'un État, 30 ans, on a une démocratie, si on voit depuis le XIIIe siècle, mais documentée, nous pouvons dire que c'est avec 91 que la démocratie documentée est vraiment chez nous. Et dans la vie d'une nation, ce n'est pas beaucoup. Donc c'est très normal qu'au fur et à mesure qu'on grandit, quand nous avons de nouveaux défis, qu'on puisse s'asseoir et décider de se corriger. Parce que la Constitution, c'est quoi? C'est la loi fondamentale d'un pays. Donc une fois qu'on la viole, on a tout perdu. Et depuis longtemps, on est en train de violer notre Constitution. Ce n'est pas la Bible ni le Coran. C'est nous qui l'avons écrit. Donc, si on l'a écrite et qu'on voit qu'il y a des carences,
nous devons être courageuses et courageux pour la changer. Maintenant, qu'on l'appelle révision, qu'on l'appelle renouvellement, pour moi, ce n'est pas important. Même si on change une virgule et qu'on veut dire, ah, on ne peut pas changer la virgule parce que il y a dans cette Constitution un article qui peut être interprété autrement, notamment la 118, qui peut nous prévenir, où il n'y aura pas un consensus de l'amender, de réviser. Laissons la révision, allons-y pour une nouvelle constitution. Moi, je ne vais même pas aller sur le champ politique, parce que je ne maîtrise pas beaucoup. Mais il y a un article, par exemple, il y a plusieurs qui me gênent dans la constitution présente, mais celle qui me met mal à l'aise, c'est la gratuité de l'école et l'obligation de l'école. L'école est gratuite et obligatoire pour tout le monde. Ça, c'est inscrit dans notre constitution. Un pays sans éducation, nous savons tous, on est dedans. Et ça ne semble gêner personne. Mais quelle école est obligatoire au Mali? Combien d'enfants nous savons, vous et moi, sans prendre les politiques et les dirigeants, qui ne vont pas à l'école? Qu'est-ce que l'État fait pour que l'école devienne obligatoire pour ces enfants-là? Qu'est-ce que l'État fait pour que ces enfants-là puissent être mis dans leurs droits pour aller à l'école? L'école est gratuite. Quelle école est gratuite? Quelle école est gratuite au Mali? Oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut Donc, pour moi, déjà, ça, c'est violé. C'est un article qui est violé. Et quand un article est violé, qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'il n'y a pas de petite violation de loi, hein. Surtout quand c'est la loi fondamentale. Mais les gens, j'ai l'impression que mes concitoyennes et mes concitoyens ne prennent pas la mesure de la violation d'une loi. Surtout la Constitution. Tout commence par là. Si on commence à violer la Constitution, on va violer toutes les lois. Rien n'a plus d'importance. Donc, il faudrait que nous soyons courageuses et courageux voir si on ne peut pas, si personne ne nous a forcés de appliquer et d'être en adéquation avec les lois que nous-mêmes nous proposons, nous ne prenons le temps de mettre les garde-fous et les sensibilisations qu'il faut. Mais vraiment, il nous faudrait réviser ou prendre une nouvelle constitution si la révision ne fera pas consensus, parce qu'il y a un article qui bloque. On doit changer notre constitution pour qu'elle soit en adéquation avec les défis actuels. On a, comme il a si bien dit, la problématique de l'accord pour la paix qui n'arrête pas à être mise en œuvre. On doit revoir ça. Moi, j'ai un grand souci avec l'unicité de l'État, parce que la forme de l'État me dérange. Je sais qu'on a fait les ANR, j'y ai participé, et la plupart des Maliennes et des Maliens ont opté pour la forme actuelle. J'ai beaucoup de problèmes avec le pouvoir du président, qui me semble illimité. J'ai beaucoup de problèmes avec le fait que nous disons, ah, c'est nous qui mettons nos dirigeants en place, mais on n'a aucun moyen constitutionnel pour les relever quand au-delà des marches. On marche, on fait des soulèvements, à ne pas finir. Le coup d'État est un acte imprescriptible. Combien de coups d'État nous continuons à avoir? Et combien de coups d'État nous allons continuer à avoir si nous continuons avec cette même constitution? C'est ça aussi la vérité. Nous savons tous que c'est écrit dans notre constitution, le coup d'État est un acte imprescriptible, et pourtant nous avons des mesures de coup d'État. Et nous-mêmes, après, on s'assoit pour dire, trouvons une façon pour mettre une loi d'amnistie, tout ça, mais c'est pourquoi personne ne nous force. C'est notre pays, c'est notre constitution. Soyons courageux et adaptons à notre réalité. Il faut changer cette constitution. Badi, sur la question du contexte actuel, parce qu'il y a ceux qui pensent aussi que ce n'est pas le moment, il faut attendre peut-être, je ne sais pas, après les élections, un régime démocratiquement élu pour procéder à la modification. Vous, au niveau du Mali Renaissance, qu'en pensez-vous? Alors, sur la partie... un gouvernement démocratiquement élu, je rappelle à l'ensemble de nos téléspectateurs et à mes co-débatteurs que dans l'histoire du monde, les constitutions ont été plus modifiées, en tout cas les nouvelles constitutions ont été prises plutôt dans des situations de crise par des gens qui avaient des crises de légitimité ou alors qui n'étaient pas venus par des suffrages classiques. Parce que vous savez qu'en général, pour qu'il y ait bouleversement, pour qu'il y ait des grands changements, ça ne se fait pas dans le bonheur et la joie. Ça se fait avec des corps sociaux, des classes sociales qui se bousculent, des idées qui se bousculent. Donc, historiquement, les constitutions sont généralement adoptées dans une situation de révolution populaire ou de remise en cause frontale de l'ordre existant, jamais dans la douceur. Donc, ceux qui nous disent qu'il faut attendre des régimes, ils ont une vision rose, sinon une vision théorique des enjeux politiques de ce monde. Alors, bien évidemment qu'il faut changer cette constitution.
il faut une nouvelle constitution. On ne peut pas toujours incessamment remettre les choses à demain. Si nous disons qu'il faut attendre un gouvernement élu pour cela, vous aurez ce qu'on a eu en Côte d'Ivoire, ce qu'on a eu au Sénégal. Directement, qu'est-ce qui va venir? Nous parlons sous votre contrôle, hein, parce que quand on dit un élu, il faut... Directement, qu'est-ce bien ça? Directement, qu'est-ce qui va venir comme sujet? La question du nombre de mandats. Est-ce que quand il va modifier la Constitution, on revient à zéro, des débats futiles, des blocages systématiques? Vous voyez que déjà, même ceux qui ne sont pas d'accord, ce n'est pas ce sujet-là qui est mis en œuvre. Déjà, on évacue cette première crispation. Et sur la méthode, c'est là que je suis fondamentalement en désaccord avec l'approche du gouvernement et du président lui-même. Écrire la Constitution, même si c'était un gouvernement élu, ça engage tout le Mali. Ça engage tout le Mali. Ils ne sont pas plus intelligents que nous pour définir ce que serait le pays. Donc, moi, je pense qu'on doit mettre en place une assemblée constituante, choisir un certain nombre de personnes en ayant une représentativité socio-professionnelle, c'est-à-dire que ça ne soit pas constitué que de politiciens ou de telle catégorie sociale, mais que toutes les catégories sociales soient représentées, si possible, même au tirage au sort sur la base de critères. C'est une affaire populaire. Moi, j'aimerais pas les regarder, mettre en place un comité d'experts, écrire un projet, un avant-projet qui va passer au CNT. Ensuite, on va nous demander de nous prononcer là-dessus. Et si le fond est mauvais, on va le rejeter. Si on le rejette, on est réparti encore pour une période potentielle de crise. Rédiger un avant-projet, il faut appeler tout le monde. Il faut appeler tout le monde. De la même manière qu'on a fait les assises nationales. D'ailleurs, j'ai été sur ce plateau pour exposer notre vision au moment des assises nationales. Il me semble que j'ai précisé ici que c'était déjà un projet, un avant-projet de constitution que nous avons écrit. Parce que aller discuter des problèmes du Mali, donner leur avis, prendre un certain nombre de mesures, c'est prendre les choses par le haut. Il faut d'abord faire une assemblée constituante ou des discussions populaires pour que tous les Maliens puissent se prononcer sur comment on veut être gouverné. C'est l'affaire de tous. Mais peut-être qu'ils vont prendre en compte les résolutions, les conclusions des ANR, des Assises nationales de la refondation. Non, ce qui est sorti de ces différentes assises et autres, ce n'est pas des dispositions d'ordre constitutionnel. C'est des objectifs pratiques, pratico-économiques, d'ordre social. Nous, on parle de valeurs et de principes fondamentaux. On parle de mode de gouvernance, on parle de vision du monde, on parle de vision de la société. On ne parle pas de bien faire telle ou telle mesure, de s'assurer que telle personne... Non, non, on parle de que va être le Mali. Et donc, à ce niveau-là, il faut ouvrir largement. Ils ont mis en place un comité d'experts. Ce n'est pas une affaire d'expertise. Il faut enlever ça. Ce n'est pas un document de droit. C'est un document populaire. Il faut désacraliser ça. Tous les Maliens doivent savoir ce qu'il y a dans la Constitution actuelle et comment on veut être gouverné. Est-ce que les Maliens vous ont dit qu'ils veulent un président ? Est-ce que les Maliens ont l'habitude de se faire gouverner par un président? Est-ce que les Maliens vous ont même dit qu'ils veulent le suffrage universel? Il faut se poser la question. Je ne présuppose pas. Je ne présuppose pas. Mais je suis dans le fond. Et tant qu'on ne la donne pas un caractère populaire, on restera dans le conformisme et les constitutions copier-coller sans profondeur historique. Par rapport à la démarche, à la méthode actuelle, est-ce que vous approuvez déjà la méthode actuelle du gouvernement? Bon, pas surtout une question d'approbation. Je dirais qu'il serait très tôt que de pouvoir approuver ou désapprouver quelque chose. Mais par contre, je dirais que nous sommes à un stade de suggestion et de recommandation, notamment face à toutes les inquiétudes qui ont été manifestées ici présentes. Par exemple, nous avons notre camarade qui explique qu'il a la crainte par rapport à l'accord d'Alger. Et celui-ci veut qu'il y ait une inclusivité. Et je pense qu'il y a un aspect important qu'il ne faut pas manquer de faire. Pour la simple raison qu'il y a... Nous voulons tous, comme l'a dit Madame Ba, nous sommes unanimes aujourd'hui que nous voulons quelque chose de nouveau, d'un point de vue constitutionnel, pour répondre à des besoins manifestés. Maintenant, réussir cette modification constitutionnelle ou l'adoption d'une nouvelle constitution doit faire l'objet de réflexions collectives en s'inspirant des expériences passées.
Parce que toutes les fois où la Constitution n'a pas passé, ça a été par défaut de communication. Déjà, lorsqu'on dit qu'on va adopter une nouvelle Constitution ou modifier une nouvelle Constitution, il faut déjà faire une étude et une spécification de l'expression du besoin. Cette Constitution, parce que les hommes aux affaires auront forcément les derniers mots à dire sur les projets constitutionnels. Voici notre lecture de la Constitution. Et quand on parle de Constitution, il ne s'agit pas d'avoir toutes les lois régissant la vie de la nation. Non. On parle des lois fondamentales. Et à ce niveau, il n'y a pas 1000 équations à réfléchir. Il y a les régimes à choisir. Quel régime nous allons choisir? Nous avons les institutions de la République. Quels sont les pouvoirs et les habilitations qu'on va donner? Quels sont les rapports entre les constitutions? Quel est le pouvoir du peuple selon cette nouvelle loi constitutionnelle? À chaque fois qu'on a eu insatisfaction du peuple, comme l'a expliqué Mme Ba, nous avons une répétition des coups d'État qu'on veut éviter. Nous devons d'abord étudier les pourquoi, les facteurs causaux de ces coups d'État et quels sont les nouveaux mécanismes innovants qu'on peut avoir dans la nouvelle Constitution pour qu'en cas de choc entre le peuple et le pouvoir exécutif, les coups d'État ne soient pas notre seul et dernier recours. Et à ce niveau, je pense que l'une des propositions que les autorités actuelles doivent faire, c'est de voir la responsabilité du président de la République devant l'Assemblée. Parce qu'à ce titre, aujourd'hui au Mali, on n'a pas cette responsabilité. Il y a la responsabilité des ministres en charge des différents départements devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une responsabilité indirecte devant le peuple, mais on n'a pas une responsabilité de l'élu du peuple devant le peuple. Donc, ce sont des pistes de réflexion et je pense que toutes les classes socio-professionnelles du Mali ont des contributions en ce sens. Et le plus important, c'est de communiquer. D'emblée, lorsqu'on dit qu'on va mettre un comité d'experts, c'est un projet, même si c'est la rédaction d'une constitution. Comme tout projet, ça doit répondre à des mécanismes. Et le premier des mécanismes, c'est l'expression du besoin. Pourquoi nous allons écrire cette nouvelle constitution ou bien pourquoi devons-nous modifier cette constitution en ciblant, voici notre objectif à nous. Nous allons nous attaquer à tel problème. Sinon, dire que nous allons adopter une nouvelle constitution, on ne sait pas. C'est une constitution qui sera dictatoriale, sera-t-elle démocratique ou pas? On ne sait pas. Maintenant, il faut spécifier au peuple, voici les grandes aspirations. Et il y a des grands dossiers en cours, comme l'a soulevé les messieurs et Mme Ba, par rapport à l'accord de paix d'Alger. Il faut être clair avec le peuple. Dans quelle direction allons-nous aller? Parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont partantes pour une nouvelle forme d'État. Et en spécifiant déjà les éléments fondamentaux sur lesquels nous voulons que la nouvelle constitution ou bien la constitution modifiée s'appuie, on situe le peuple. Et ouvrir les débats démocratiques est très important. Les catimini de cacher les dossiers en dernière minute, les faire sortir, vont pousser ces pays à la crise. Aujourd'hui, si par exemple vous avez eu le temps de suivre un peu les débats au CNT, vous allez comprendre qu'il est nécessaire d'avoir le temps de discussion. Vouloir personnaliser les lois, c'est très grave. Par rapport à l'action gouvernementale, je vous l'ai dit ici, à la proposition du plan d'action gouvernemental, j'ai cité une incohérence historique. Et l'histoire a fini par donner raison parce que les CNT eux-mêmes ont jugé que ce plan d'action a une note de 3%, c'est-à-dire une réalisation de 15%. Et j'ai dit pour la vie de la nation, les hommes aux affaires doivent mettre une rigueur sur eux. D'un point de vue stratégie de gestion des affaires qui les sont confiées, le temps qui les est confié et aussi les moyens. Je pense que si on s'est donné aujourd'hui 24 mois, on a suffisamment le temps d'aller vers une constitution modifiée ou même d'aller vers une nouvelle constitution. Et qu'on puisse mettre à profit ces temps, si c'est le temps qu'on a retenu, 24 mois c'est suffisant. Même les 18 mois qu'ils ont eu, il n'y a pas eu une transition au Mali qui a eu le premier délai qui les a été donné. Donc si nous partons pour un nouveau délai, mettons ces délais à profit en allant en profondeur des choses et sortir avec quelque chose de propre. Alors, Monsieur Diko, Hamadi Diko, pour vous, qu'est-ce qui, au-delà de l'accord, qu'est-ce qui doit être changé dans cette constitution-là pour vous et qu'est-ce qu'il ne faut pas changer? Vous savez, moi je reviens là-dessus. Vous savez, la priorité n'est véritablement pas le renouvellement de la Constitution. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui fait un fuite en avant. Il faudra qu'on arrête d'ouvrir plusieurs fronts. Vous savez, quand vous ouvrez plusieurs fronts, c'est-à-dire vous allez perdre la bataille. Alors,
Aujourd'hui, il faudra définir ce qu'on appelle les priorités. Je pense que mon frère est revenu là-dessus. Le gouvernement avait fait un plan d'action gouvernemental, les PAG, dont le Premier ministre est passé au niveau du Conseil national de la transition. Et même, ils ont évalué que leur plan d'action du gouvernement a obtenu un résultat satisfaisant à hauteur de 87,1%, je ne sais quoi. Alors, je pense que si le plan d'action avait véritablement obtenu le résultat dont il prédisait, je pense qu'on n'allait pas se retrouver encore dans ces studios. Pour vous, la priorité, c'est il faut définir ce qu'on appelle les priorités. Votre point de vue déjà sur ça, vos priorités pour vous, c'est quoi? Les priorités d'abord. Vous savez que nous sommes sous embargo. Aujourd'hui, nous sommes... C'est la levée des sanctions. La levée des sanctions, il faut aller rapidement vers la levée des sanctions. Il faut aller vers ce qu'on appelle un large consensus. Vous savez que ce gouvernement peine à réunir les Maliens, toutes les sensibilités aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont même peur de pouvoir s'exprimer sur les questions de la vie de la nation. Je pense qu'il faudra que ceux qui gèrent aujourd'hui la destinée du pays comprennent une seule chose. Donc, nous avons connu des présidents qui sont passés ici. La priorité, mon cher, il faut d'abord, en premier lieu, il faut trouver ce qu'on appelle... Nous allons faire tout ce qu'on veut dans ces pays tant qu'on ne fera pas la réforme de l'homme malien. Et faire la réforme de l'homme malien aujourd'hui, il faut mettre 24 mois, on est d'accord. Voilà, on ne peut pas faire ça en 24 mois. Mais les questions les plus urgentes. Monsieur, vous savez que aujourd'hui au Mali, c'est la faim qui tue plus que la maladie au Mali. Aujourd'hui, il y a plus de 8,2 millions de Maliens qui sont menacés de famine, monsieur. Monsieur, vous savez qu'il y a un problème. Il y a l'OPAM. Il y a les rapports de l'OPAM qui parlent de tout ça. Vous savez que la question de la sécurité alimentaire, je pense que la souveraineté d'un pays d'abord passe par ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, qu'en est-il? La question de l'école. Vous savez que le Front social, il y a une certaine stabilité. Est-ce qu'en 24 mois, on peut régler... En 24 mois, c'est la raison pour laquelle je vous dis, la question de renouveler une constitution n'est pas un dîner. On se retrouve un petit soir, là on se retrouve, on discute sur quelque chose et puis on va. C'est la destinée des pays. C'est de décider de l'avenir des générations et des générations. Pour dire que si nous nous mettons tout de suite à renouveler cette constitution, ça va nous puiser, ça va nous prendre beaucoup de temps. Quand bien même nous devons organiser, je ne pourrais définir le nombre de temps, c'est aux acteurs. Mais c'est au-delà de 24 mois. Ça va au-delà de 24 mois, même 2 ans. Il faut déjà même 2 ans, parce qu'il faut véritablement, quand monsieur il est dans l'histoire, je pense qu'il faut qu'on sorte de l'histoire. Parce que nous avons toujours ces manies de rester dans l'histoire et de dire que oui, nous sommes dans l'histoire, on prend l'exemple. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, pour le peuple malien, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite maintenant? Maintenant et tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, comme je l'ai dit, l'unité nationale doit prévoir, comme le disait un grand leader politique qui disait que l'unité nationale ne se décrète pas, mais elle se constate. Pour que l'unité nationale, nous puissions la constater, il faut d'abord ceux qui gèrent le pays puissent redescendre sur terre, puissent aller vers les autres. Et c'est dire qu'on ne gère pas un pays par clanisme. On ne gère pas un pays par les membres de son clan, par sa famille. Aujourd'hui, il faut aller vers ce qu'on appelle... Parce qu'il faut comprendre qu'on n'a pas tout le temps, monsieur. Monsieur Diko, c'est des accusations graves quand même. Est-ce qu'on est en train de gérer, le pays est en train de gérer de façon clanique? Mais c'est là est clair. Nous voyons comment les choses se passent au Mali. Nous voyons comment se passent les choses au Mali et vu l'état de notre pays. Parce que, monsieur, je veux vous dire que il faut qu'on sorte dans ça. Une transition n'a pas vocation de durer longtemps, monsieur. Une transition, c'est comme si vous quittez Amadine pour traverser le pont de Martyr et aller vers l'autre rive. On n'a pas tout le temps. Vous savez que nous sommes dans un monde où c'est les manières, c'est les méthodes de gouvernance démocratique qui est adoptée par presque tous les pays du monde. Mohamed Diko, concrètement, dans la Constitution, si jamais il y a modifié, est-ce qu'il y a des dispositions que vous souhaitez voir modifiées? Est-ce qu'il y a des dispositions que vous souhaitez voir intactes, intouchées? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à modifier dans la Constitution. Comme quoi? Il y a beaucoup de choses, notamment comme madame est revenue là-dessus, le président a assez de pouvoir. Et également des élus, aucun dispositif n'est dans la Constitution actuelle qui permet de mettre à côté un président qui a des comportements qui va
à l'encontre de l'éthique. Donc, il y a beaucoup de dispositifs à faire. Et à l'état actuel de notre pays, je pense que même l'accord d'Alger, pour pouvoir aller vers l'application de cet accord, je pense qu'il y a l'article 118 que madame est revenue là-dessus, où il faudra tenir compte de tout ça. Et également, le nomadisme dans certains partis politiques, il faudra essayer de revoir ça. Que désormais, nous puissions avoir des bords politiques qui ont une doctrine politique et une idéologie politique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc, c'est au gouvernement et avec le concours de tout le monde et avec toutes les sensibilités qui doivent se réunir. Pas ce qu'on a vu dans les dénis, hein, parce que dans les dénis qui viennent de passer, tous nous avons vu, comme le monsieur a bien dit, voilà, les dénis, les assises nationales de la refondation. Nous avons toujours ces manies d'aller préparer des choses et venir mettre les gens devant les fêtes accomplies. Une question de renouvellement, c'est une question très sensible de la Constitution. Donc, il faut tenir compte de ça. D'accord. Ok, très bien. Koumbaba, vous aussi, certainement, vous en avez parlé tout à l'heure d'ailleurs, pas mal de dispositions qu'il faut vraiment voir dans cette Constitution. Peut-être concrètement nous dire davantage s'il y a des choses que vous avez oubliées dans votre première... Oui, mais avant que je n'aille sur les dispositions, les articles particuliers sur lesquels j'ai peut-être des soucis, je voudrais quand même clarifier certaines choses. Quand j'écoute mes co-débatteurs, j'ai l'impression qu'on n'a pas pris le temps de lire les recommandations des Assises nationales de la refondation. Moi, j'ai participé aux Assises, j'ai même été à Kidal pour les Assises. On n'a pas pu les tenir, mais on a rencontré tous les élus locaux. Et on a dispatché tous les documents préliminaires. Et quand on est venu pour la phase nationale à Bamako, les représentants de Kidal sont venus de la salle comme ceux de Ménaka. Donc, maintenant, est-ce que c'est le moment? C'est la question que vous avez posée à Aïdara. Et après, Diko est revenu là-dessus. Et la position de Diko, c'est qu'il faut aller vite aux élections. Une transition ne s'éternise pas. Je pense que nous savons tous qu'une transition ne s'éternise pas et personne ne veut que, en tout cas pas moi. Mais il faut des préalables. Et tout ce tiraillement que l'on fait entre nous, Maliens, et tout c'est comme si on faisait la politique de l'autruche. On accuse quelqu'un et or nous-mêmes, nous sommes acteurs et actrices. Nous voulons aller aux élections. Les problèmes par rapport aux dernières élections ont été la Cour constitutionnelle. On a eu beaucoup de problèmes par rapport au scrutin. Nous disons qu'il faudrait revoir les méthodes de scrutin, il faudrait revoir même les circonscriptions électorales, mais on ne peut toucher à ça sans toucher à la Constitution. C'est vrai que la plateforme faisait partie du M5. Donc, quand on dit nous ne voulons plus de la Cour constitutionnelle parce qu'elle a trop de pouvoir, nous ne voulons plus de la Cour constitutionnelle, tranche les résultats. Mais personne aujourd'hui ne peut enlever cette prérogative à la Cour constitutionnelle sans changer la Constitution ou laisser cette Constitution et aller avec une nouvelle Constitution qui va corriger cela. Donc, on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Si nous voulons aller aux élections aujourd'hui et avoir une meilleure façon ou une autre façon de faire les élections, il nous faut obligatoirement changer les prérogatives qui sont données à certains organes ou certaines institutions de la République. Il faut les changer. Donc, automatiquement, il faut toucher à la Constitution. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la démarche. La forme de l'État n'est pas définie. Est-ce qu'on sait ce que le pouvoir va donner? À les assises de la recommandation n'ont pas parlé de valeurs, n'ont pas parlé de mode de gouvernance. Je dis non, je suis désolé. Les assises nationales de la refondation ont eu plus de 500, si je ne me trompe pas, 515 recommandations. Si je ne me trompe pas. Et la forme de l'État, il y a bel et bien une proposition là-dessus. Le mode de révocation du président de la République ou de la présidente de la République, il y a bel et bien des suggestions qui ont été faites par rapport à ça. Il y a bel et bien des suggestions qui ont été faites par rapport au découpage du pays. Et donc, quand on va aller pour l'écriture de la nouvelle constitution ou de l'avant-projet, je pense qu'avec la commission d'Abadjawara, avec la commission qui a été présidée par le professeur Maka Sissogo et avec les recommandations des assises, nous avons déjà des éléments d'entrée. Et moi, ce que j'ai vu avec les différentes lois qu'on a eu à prendre avec le CNT, c'est que d'où même les 200 et quelques amendements qu'on a demandés aujourd'hui, quand les avant-projets vont au niveau du CNT, ce que j'ai vu, c'est que le CNT prend le temps d'appeler toutes les organisations de la société civile, tous les chambres de métier, tous les regroupements, en tout cas, des forces vives de la nation, sauf ceux qui ne veulent pas venir ou celles qui ne voudraient pas venir.
Donc, elle prend son temps, le CNT ou le conseil donne copie de l'avant-projet et vous demande de venir discuter et avec en écrit vos propositions. Donc, moi, je suppose que quand l'avant-projet sera rédigé par ce que mon frère appelle, que ce soit une constituante, ou que ce soit un comité, ou que ce soit une commission, pour moi, ça, c'est de la littérature. C'est des Maliennes et des Maliens qui seront appelés, qu'ils soient 10 ou qu'ils soient 30, ce n'est pas important. Maintenant, quand elles vont plancher sur ça, l'opportunité que ça aille au CNT ou que nous soyons appelés individuellement ou qu'on convoque encore une autre assise, on va le faire sur ce document. Les assises nationales de la refondation, le DNI, aucune assemblée qui s'est tenue dans ce pays-là, les concertations nationales, n'a commencé avec un papier blanc. Il y a toujours des petites réflexions qui sont faites parce qu'on ne peut pas appeler 1000 et quelques personnes ou 18 000 personnes, on ne leur donne rien. Surtout que nous avons des niveaux disparates. Moi, je suis peut-être bien sur tout ce qui concerne les droits des femmes et de la jeune fille. Mais je ne connais absolument rien pour tout ce qui est administration territoriale ou ce qui peut être les normes et la culture. Je ne connais rien. Donc, il faudrait qu'un expert ou une personne de bonne volonté puisse donner un avant-goût ou des débuts de réflexion pour me permettre, quand on a donné les papiers préliminaires avec les pistes, les personnes se sont mises à la disposition de l'État pour nous expliquer. Voici les différentes formes d'un régime politique. Voici les différentes formes pour régler un État. Voici les modes de constitution. Voici ce qu'on fait comme les députés. Et c'est à partir de cela, tout de la commune jusqu'au niveau national, les communes ont eu 3 jours. Au niveau national, on en a eu 5 jours, si je ne me trompe pas. Ou 1 semaine même. Donc, la démarche pour moi, elle n'y a pas de problème. Mais seulement, c'est la volonté même de nous, Maliennes et Maliens. Il est grand temps qu'on arrête de faire des débats juste pour gagner l'opinion nationale. Or, on sait au fond de soi que ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que toute Malienne et tout Malien qui veut qu'on aille aux élections a le souci d'une élection transparente, crédible et inclusive. Et cette inclusivité, cette transparence, nous ne pouvons pas l'avoir avec les organes que nous avons présentement. On a parlé de la situation sécuritaire alimentaire. La famine, c'est une réalité. C'est une réalité qu'avec cette période de soudure, nous aurons, les chiffres sont là, il y a l'OCHA qui coordonne toute l'action humanitaire. Il y aura en tout cas plus de 2 millions de Maliens qui vont être confrontés à une insécurité alimentaire grave d'ici août 2022. Mais la source de cette insécurité-là, alimentaire, la première chose, pourquoi les gens n'ont pas pu cultiver? Ils n'ont même pas eu accès à leurs terres. Ceux qui avaient eu accès à leurs terres ont eu leur grenier brûlé, plus les changements climatiques. Donc, l'État, c'est un tout. Et plus la mauvaise gestion aussi, bien sûr. Les gens qui prennent pour 10 personnes mangent pour... une personne va manger pour 100 personnes. Okay. Donc, on ne peut pas dire on va seulement gérer l'insécurité alimentaire sans gérer l'insécurité même territoriale, sans gérer le changement climatique, sans éduquer et former les gens. Donc, vraiment, moi, je voudrais que vraiment c'était un plaidoyer. Les 10 000 peuvent se faire, parce que ce n'est pas que 2. Voilà. On a beaucoup de défis. Mais il faudrait que, pour une fois, qu'on accepte de donner le bénéfice du doute à ces autorités et de jouer la carte de la transparence. Si on a des idées, il faut qu'on aille déposer ces idées-là. Et si on a des propositions, voyons déjà avec les travaux qui ont été faits, est-ce que certains résultats ne sont même pas là? Merci. Parce qu'on ne lit pas aussi. Hein? Ok. Badi, est-ce que vous êtes en train de concocter quelque chose au niveau du Mali Renaissance? Est-ce que, pour vous, est-ce que sur le fond, vous avez des choses à proposer? Très bien. Je rentre dans le fond. Nous, notre mouvement Mali Renaissance, notre slogan, c'est pour l'avènement de la 4e République. Pourquoi j'insiste sur la manière de faire? Depuis le coup d'État, j'ai participé à toutes les rencontres nationales, sans exception. Nous avons même des mesures qui ont été adoptées en séance plénière. Nous avons les preuves et les enregistrements que nous avons faits, des mesures que nous avons été les seuls à avancer, qui ont été lues en séance plénière. Nous connaissons ces contenus-là. Pourquoi je parle de ça? Elle a donné un exemple important qui vraiment était un argument important pour moi. Elle dit, il faut des experts qui viennent dire, voilà les modes de gouvernance, voilà, et les gens réfléchissent, ils choisissent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
ce n'est pas une affaire d'experts. Il faut qu'on redescende, qu'on simplifie les choses. Aujourd'hui, avant l'avènement de l'écriture, avant l'avènement de l'école, les gens s'asseyaient pour discuter de comment on va être gouverné. Bien évidemment, à différentes époques, ce n'est pas tout le monde qu'on appelle. Ce n'est pas toute la population qui est appelée. Mais à un moment donné, on ne peut pas dire... Moi, j'ai fait cette reproche-là lors des assises. Les documents qu'on nous donne en amont pour travailler, c'est des documents qui sont des documents conformistes, qui restent dans les cadres. Nous sommes pour casser les structures actuelles, pour aller vers une nouvelle république. Une nouvelle république, quelle est la différence entre aller à une nouvelle république et rester toujours dans la 3e république bis? On peut aujourd'hui prendre la constitution actuelle, faire des retouches à droite, à gauche, le pouvoir du président. Nous ne sommes pas à ce niveau de débat. Nous sommes à ce niveau, nous questionnons même la nécessité d'avoir un président. Nous ne disons pas qu'il faut enlever. Nous voulons écouter les Maliens sur ce qu'ils pensent de ça. À la différence des experts qui, nous ne voulons pas qu'on nous mette un cadre, qu'on nous dise de réfléchir. Ces experts ne sont pas plus experts que nous sur ces sujets-là. Ce que nous voulons, c'est que le champ soit libre. Pourquoi avons-nous peur de cela? Pourquoi avons-nous peur de cela? Demandons tout le monde. Donc, on a eu l'occasion lors des assises nationales. Donc, moi, je vais rentrer dans nos grandes propositions. On en a parlé. On va rentrer dans nos grandes propositions pour entrer dans le vif du sujet. Ces propositions-là sont nos propositions. Elles cassent complètement tout ce qui se fait actuellement. Nous voulons un régime parlementaire. La suppression nette et définitive du poste de président de la République. Nous choisissons une assemblée au suffrage universel direct. Cette assemblée choisit un exécutif qui a pour rôle d'exécuter. Ce n'est plus le Premier ministre qui présente sa DPG. Nous n'avons pas voté pour un Premier ministre. L'Assemblée nationale définit une DPG. Cette même assemblée choisit un Premier ministre qui exécute cette politique. Cette même assemblée évalue cet exécutif, le Premier ministre, tout le gouvernement, évalue cet exécutif et décide de les remplacer par un autre exécutif ou pas. Donc, nous ne voulons pas d'un régime présidentiel, ça crée des crispations. Nous sommes donnés à la volonté d'un seul homme qui fait ce qu'il veut avec tous les blocages. Le coup d'État est la conséquence, comme il a dit. C'est parce que c'est le dernier recours. De tout temps, par l'histoire, quand les hommes ne sont pas satisfaits, vous avez beau mettre quel texte que vous voulez, la nature va prévaloir. C'est-à-dire les gens finiront par renverser l'ordre. Vous avez beau avoir... D'ailleurs, toutes les constitutions ont un début, un milieu et une fin. Elles vont finir à un moment où elles ne répondent plus. Elles constituent plutôt que des blocages. Elles ne sont plus des solutions, elles sont des blocages. Donc, nous voulons questionner les principes fondamentaux. Pourquoi un président? Est-ce qu'on en a besoin? Pourquoi un Sénat? Pourquoi une Assemblée? Le Haut Conseil des collectivités? Pourquoi? Les partis politiques? Pourquoi? Quelle organisation? C'est de ça qu'on doit discuter. Et non pas qu'on vienne nous dire, bon, choisissez entre les différentes catégories. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Nous tous ici sommes capables d'être dans ce comité d'experts pour donner notre avis. Et surtout, pour finir, nous voulons qu'il y ait un vent nouveau, une réflexion inédite, que de partout dans le monde, qu'on dise « Ah, les textes que les Mali sont en train d'adopter, c'est du jamais vu. » Ça peut ne pas marcher, ça peut marcher, mais ils sont en train de suivre leur propre voie. Et c'est la jeunesse qui peut porter ça, et non un comité d'experts qui va rester dans le conformisme, en reflétant là où ils ont étudié leur vision. Et nous ne voulons pas ça. Nous voulons renverser la table. Nous voulons que le Mali soit le point de départ pour les Africains de dire « Ah, l'Afrique est en train de se doter d'un nouveau système de gouvernance. » J'ai dit régime parlementaire pour simplifier. On a eu 2 émissions ici pour que je puisse exposer cela. Mais si vous voulez, l'occasion sera présentée pour qu'on parle. Je ne sais pas le régime parlementaire, c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Ce qu'on propose est plus poussé que ça. Ce qu'on propose en termes de décentralisation est plus poussé que ça. Et nous nous sommes basés sur l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Songhai. Je rappelle que ces 3 ensembles, l'Empire du Ghana, l'Empire du Songhai et l'Empire du Mali, ont eu des organisations politiques, économique, sociale, plus développée que la nôtre. Pour info, l'Empire du Ghana avait 200 000 soldats
dans l'armée. Ça veut dire qu'il y a une organisation, plus que l'armée actuelle, 200 000. Ils géraient un territoire plus large, ce qu'on appelle décentralisation. Ils les avaient pratiqués de long en large, avec plusieurs systèmes de décentralisation plus poussés, moins poussés. On aura l'occasion de développer pour ça. dire, le chemin qu'on est en train de prendre va nous faire aboutir à des petites retouches qu'on a vues en Côte d'Ivoire. Et si on ne fait pas attention, on aura le Sénat. Pour quel résultat? Le Sénat, nous ne savons même pas ce que ça veut dire. Ça ne nous concerne pas, ce n'est pas nos réalités. On ne nous gouverne pas comme ça. On ne se gouverne pas comme ça. Les gens au fin fond du Mali ne se reconnaissent pas dans ces... Si j'ose dire, excusez-moi pour le terme. Merci beaucoup, Badi Aïdara. Alors, M. Ouloubrey, on va parler cette fois de la nouvelle durée accordée, en tout cas par les autorités de la transition, à la transition, une durée de 24 mois, un délai qui a surpris plus d'un. Vous, est-ce que cela vous a surpris? Qu'est-ce que vous attendez en termes de réaction de la CEDEAO le 3 juillet prochain? Merci beaucoup pour la pertinence de la question. Si possible, je voudrais revenir un peu sur des inquiétudes soulevées par M. Aïdara ainsi que Mme Ba par rapport aux assises nationales. Ce que moi je voudrais clarifier, c'est quoi? C'est qu'au Mali, on ne peut pas nier qu'à chaque changement de l'élite gouvernementale, les personnes aux affaires veulent individualiser la vision et la gestion des affaires publiques, d'une manière ou d'une autre. Je viens là-dessus. Par rapport aux assises nationales de la refondation, je me souviens, nous avons dit que nous ne participons pas aux assises nationales de la refondation pour maintes raisons qui ont été expliquées. S'il s'agit de base de dialogue national, nous en avons suffisamment. Pour la simple raison, pour une barre temporelle, pour vous expliquer. Nous avons eu les assises nationales en 2020. Au changement du Premier ministre, avant qu'il y ait la nomination d'un nouveau Premier ministre, le Premier ministre critiquait les assises nationales. Et pour preuve, il y a actuellement une plainte contre les CNT. Et pour vous dire, je ne comprends pas que dans un même pays, nous avons en 2019 des assises nationales, en 2020 des assises nationales, en 2021 des assises nationales. Avons-nous changé un peuple en un laps de temps? En 3 ans, avons-nous 3 types de peuples maliens? C'est pour vous dire qu'à raison suffisante, les assises nationales sont tout le temps personnalisées. Des documents sont... Non, je vous en prie, madame. Et nous l'avons dit, nous l'avons justifié. J'avais expliqué que pour moi, ces assises nationales sont un gâchis du denier public. Des milliards pour un pays qui se trouve en crise, seulement pour aller dire à la CEDEAO que le peuple malien a estimé la durée de transition sur telle barre. Si vous dites que les Maliens ne se sont pas appropriés les résolutions des assises nationales de la refondation, je ne les partage pas. Mais seulement ce qui est ressorti, par exemple l'interpellation du Premier ministre devant les CNT, ce n'est pas moi qui ai noté le Premier ministre. Mais j'avais bien et bien dit dès le départ, à la proposition de son plan d'action, j'ai dit que pour moi c'est un plan d'action qui ne tient pas du tout. Et j'ai expliqué par incohérence des répartitions budgétaires par rapport à ces axes de priorité. J'ai dit qu'il se perd entre même ces priorités. Un plan d'action qui se perd entre ses priorités ne peut jamais donner satisfaction au niveau résultat. Et je pense qu'à ce niveau, le travail du CNT est à saluer parce qu'ils ont été très clairs là-dessus pour dire que pour eux, s'ils avaient une note à donner, c'est la note de 3%. Ce qui revient à une notation de 15% sur les 100% des actions prévues. Et ce même Premier ministre a critiqué des assises nationales qui se sont tenues bien avant lui. Et j'ai expliqué que depuis la conférence d'entente nationale, il y a eu les assises nationales sur la décentralisation. Il y a eu des multitudes de rencontres qui ne sont pas des actes juridiques. Ce sont des propositions. Même demain, si vous appelez, elles ne sont pas souveraines, elles ne sont pas inclusives. Les assises nationales ou bien un dialogue national ne peut pas prendre acte d'une constitution. Non. C'est la raison et la nécessité du référendum. Et la constitution de 92, si elle vous tient tant à cœur, dites-vous qu'elle est piétinée. Je n'ai pas voulu intervenir sur ça, mais de clairvoyance, elle est piétinée par le coup d'État. La charte nationale de la charte nationale. Oui, je viens. La charte de la transition adoptée lors des assises nationales de la transition, elle a été piétinée.
De par la composition des ministres, elle prévoit 25 ministres. Il y a Je pense que j'ai dit ça. Non, je viens, c'est pour vous dire, quand vous dites que les autorités en place, je le dis bien, il n'y a personne qui travaille contre ces autorités en place. Mais la critique objective, elle est importante. Et je pense que c'est dans ce sens. Moi, j'ai soutenu que je suis pour la modification constitutionnelle. S'il le faut, je suis pour une nouvelle constitution. Le temps, je l'ai dit, ça ne me pose pas problème. Mais les débats de fond sont très importants. La responsabilité de l'élite gouvernementale, elle est très importante. Parce qu'après, si nous ne mettons pas de la pression à ces niveaux, on va se retrouver à des crises sociopolitiques qui ne sont pas désirables. Je vous rejoins. Et il est important qu'il y ait la transparence. Pour simple exemple, vu que vous nous ramenez à ces débats, il y a eu par exemple l'anniversaire du M5 RFP. Le Premier ministre a tenu un discours comme quoi, je vais juste prendre une petite parenthèse. Il faut qu'on parle rapidement de la CEDEAO. Tout de suite, je vais revenir sur la CEDEAO. Juste pour dire, si vous pensez qu'il y a une cohérence avec ces autorités de la transition, un Premier ministre qui dit « Je suis à la tête de la plus grande organisation politique de mon pays et j'espère que bientôt, durant les élections, les candidats vont venir demander notre aide. » Pensez-vous que les candidats qui vont prendre part à ces élections présidentielles verront un processus transparent pour quelqu'un qui est censé organiser des élections? Vous tendez la main aussi pour que des gens viennent demander votre soutien. Il y a incohérence politique à ce niveau. Pour revenir à la CEDEAO, moi je pense que la CEDEAO a joué une carte de sécurité pour s'assurer du respect des engagements politiques des autorités, pour s'assurer de la gestion des fonds. Parce que lorsque nous vivons dans un environnement, il ne faut pas oublier que le Mali est un pays dont l'ADN politique est panafricain. De par notre constitution, de par notre hymne national, de par notre participation historique à la création des organisations sous-régionales. Nous sommes le pays le plus panafricain des pays panafricains à travers notre constitution. Nous prévoyons même de soumettre notre souveraineté à la volonté politique de l'unité de l'Afrique. Donc ceci est assez suffisant pour expliquer que la CEDEAO a un rôle. Et de par le passé, le Mali a joué le même rôle au sein de la CEDEAO avec d'autres pays qui ont eu des coups d'État. Et nous, Maliens aussi, partageons cette vision. On ne peut pas gérer un pays à vie comme ça, sur des bases des assises nationales colmatées, dire que vous voulez une transition de 0 à 5 ans, ça n'a pas de sens. Aussi, la façon dont on pose les problèmes est vague. Aussi, notre résolution des problèmes serait vague. C'est pourquoi la CEDEAO a demandé sur ces 24 mois, et je me réjouis que ça a été fait sur une base consensuelle, parce qu'à lire le président Macky Sall, avoir la note même de la CEDEAO sur les délais de 24 mois, je pense que c'est raisonnable. Pour moi, ce n'est pas un débat de délai. Mais sur les délais, la CEDEAO d'ailleurs l'a dit, elle dit qu'elle a besoin d'un chronogramme clair et transparent. Et les Maliens aussi doivent en demander autant. Avant même peut-être de le présenter à la CEDEAO, c'est aux Maliens de le présenter. Parce que lors de la présentation d'un plan d'action, c'est un temps qui a été dit. Et ce sont des moyens qui ont été demandés. Et c'est un engagement populaire qui a été demandé du peuple malien. Nous avons tous soutenu et accompagné la transition dans la réalisation de ce plan d'action. Si le plan d'action n'a pas été satisfaisant, nous avons fait le diagnostic. Il faut faire un remaniement, et surtout un remaniement des ressources humaines, parce qu'on ne peut pas continuer avec la même ressource humaine qui a échoué. Ok, merci beaucoup. Sur le délai, rapidement, M. Hamad Diko, quelle est votre position? Pour répondre à cette question, moi j'aimerais quand même attirer l'attention de mes co-débatteurs que vous savez qu'au Mali, nous avons 2 fois plus de lois en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption qu'en France, qui est partout ailleurs. Le problème du Mali, c'est-à-dire nous avons plus de lois ratifiées, votées au Mali en matière de bonne gouvernance, en matière de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite que dans n'importe quel autre pays au monde. Nous sommes champions dans les votes des lois. Vous le dites comme ça ou... Non, je ne le dis pas comme ça, c'est une réalité qui est là, monsieur. C'est une réalité qui est là. Non, mais c'est une réalité, vous pouvez vous renseigner. Vous savez, le problème au Mali, ce n'est pas un problème des textes. Vous savez, le changement, la question du renouvellement de constitution dont vous parlez. Vous savez, quand vous allez questionner poser la question à un Malien qui se trouve dans les hameaux, qui se trouve dans les Mali profonds, vous lui dites qu'est-ce que c'est que même une constitution, il ne sait pas. Aujourd'hui, la priorité, les Maliens veulent ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Les jeunes Maliens aujourd'hui veulent avoir une formation de qualité, veulent avoir l'emploi. La question aujourd'hui, nous peinons à avoir l'eau à boire. Quand bien même nous avons 2 grands fleuves au Mali, les Maliens meurent de soif partout. Je pense que c'est ça l'une des priorités. Et la priorité des Maliens n'ont jamais changé depuis les premières heures des indépendances.
Il faut qu'on comprenne cela. Alors, pour la question de 24 mois ou de cette question de tiraillement entre le Mali et la CEDEAO, je pense que il faut qu'on comprenne que rien ne s'est bâti dans les mensonges. Et tout ce qu'on doit entreprendre dans la vie, on le fait sur la base de la confiance aujourd'hui. Moi, je n'aimerais vraiment pas parler de... Vous savez, nous avons cette manière aujourd'hui à chaque fois d'aller discuter nos problèmes ailleurs. Et qu'à l'interne, ça ne va pas. Vous savez, la gestion de la cité revient de plein droit aux politiques. Tant que, je reviens là-dessus, tant qu'on ne parviendra pas à réunir les gens sur la base des projets et d'un objectif smart, nous n'allons pas arriver à ce point. Parce que pour aller aujourd'hui vers les élections, la question de la durée, moi je ne me focaliserai pas sur les élections parce qu'elle importe peu. Mais ce que nous allons faire, c'est ce qui est important. Les actions que nous allons faire, ce que nous allons définir entre Maliens, à l'intérieur du Mali, c'est ce qui est important. Et la communauté internationale ne nous suivra pas. Nous suivra sur ce chemin. Si tu vois que la communauté internationale, la CEDEAO, ne nous suit pas, c'est que nous ne parvenons pas aujourd'hui à réunir les gens autour de la question de la cohérence dont parle mon frère, mon co-débatteur. Parce qu'il faut comprendre que notre fichier électoral doit être revu. Les cartes d'électeurs, il y a pas mal de choses qui doivent être faites en un laps de temps. Et nous attendons jusqu'après le contrat, le chronogramme, que le gouvernement nous dise, que les autorités de la transition nous disent quand est-ce que nous aurons ce chronogramme. Et après avoir reçu ce chronogramme, qui doit faire ce travail-là? Quand est-ce qu'ils vont le faire? Les moyens, le coût. Et comment on va le faire? La plateforme n'a pas encore été appelée au CNT ou... La plateforme n'a pas été appelée la plateforme, cela n'est pas la question. Moi, nous nous focalisons pour ce qu'on appelle une convergence d'action. Il faut aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui une intelligence collective. Je sais que la solution, elle est malienne. Il faut que le CNT invite la plateforme à donner. Vous avez beaucoup peut-être de points de divergence. Et je pense qu'autour de la table, entre Maliens, vous allez vous comprendre. Y compris toutes les organisations, oui, y compris tout le monde a des idées. Les Maliens, de partout où il est, a des idées, aime son pays, veulent proposer, ils veulent juste qu'on crée un cadre. Vous avez participé aux assises nationales, c'est ça? Nous, on n'a pas pris part. Moi, personnellement, je n'ai pas pris part aux assises. Pourquoi? Au déni, ça ne m'a pas trouvé au Mali. J'étais en extérieur, j'étais en France. Si vous étiez là, vous allez... Même si j'étais là, je l'ai dit. Parce que vous savez, depuis la charte de Kourougan-Fouga, nous sommes dans les discussions internationales. Comme lui, il a dit, depuis la conférence d'entente nationale, les Maliens se retrouvent toujours autour des questions les plus fondamentales. On vote des résolutions, on propose des idées, on propose des projets et rien ne s'applique. Ce qui est important aujourd'hui au Mali, c'est une volonté politique, c'est un courage politique. Ceux qui gèrent la destinée du pays doivent jouer franc jeu avec les gens, doivent jouer franc jeu avec les Maliens. Et c'est dire que la gestion du pays, c'est surtout les rendez-vous entre un homme et son peuple. Et si ces rendez-vous manquent, rien ne peut se bâtir. Oui, sur le fond, je ne sais pas, c'est quoi concrètement votre proposition? Notre proposition, comme je l'ai dit, il faut parvenir aujourd'hui à rassembler les gens, même ceux qui sont hostiles. Et ne pas dire que ceux qui n'ont pas les mêmes approches. J'ai un seul problème, monsieur Amadou Diko. Vous parlez de parler avec tout le monde, alors que quand on vous appelle, vous ne répondez pas. Non. Les gens y répondent parce qu'il y a un préalable. Non, je parle de vous, la plateforme surtout. Peut-être les autres répondent, mais vous, la plateforme, vous ne répondez pas. Je ne pense pas qu'on nous a appelés. On ne nous a pas appelés. On nous a donc pas quand vous êtes appelé, vous répondrez. Quand on nous appellera, bien sûr qu'on va répondre. Parce qu'on ne doit même pas appeler un Malien sur les questions de la vie. C'est le Malien même qui doit partir. C'est le Malien qui doit faire. Mais l'approche, elle est importante. L'approche, elle est importante. Parce que quand vous faites un projet, quand vous partez préparer quelque chose et venir faire sortir ça, un bon matin et dire aux gens de se prononcer, ça ne marchera pas. Parce que le Mali appartient à tout le monde. Il faut se dire que ces autorités vont passer, le Mali va demeurer. Parce que personne n'est éternel, mais le Mali est éternel. Merci beaucoup, Koumbaba. Votre point de vue sur la CEDEAO, évidemment, sur le délai de 24 mois. En fait, peut-être je vais faire une mise au point avant de revenir à cette question. Ulbraïka, moi je ne suis pas porte-parole du régime ou des autorités et je suis très critique du régime. Ce que j'ai voulu dire, si ça n'est pas bien sorti, c'est que chacun d'entre nous a sa part de responsabilité et doit proposer. Jusqu'à ce qu'on te dise, on ne t'écoute pas. Et je me réjouis qu'il ait corrigé et dire, pour le pays, on n'a pas à se faire appeler. On s'invite soi-même au débat. C'est ce qui est important. Maintenant, quand on ne te prend pas en compte, là, tu peux dire.
Mais maintenant, beaucoup de gens savent la vérité, mais pour des conversations politiciennes, délibérément, cachent cette vérité pour chauffer le débat. Et moi, je pense que ça, c'est une perte de temps. Un ouf de soulagement pour moi, quand j'ai vu les 24 mois et le décret, parce que je me dis, que de temps perdu. Que de temps perdu. Parce que si, dès le départ, on s'était assumé, en prenant un chronogramme, et là, je le rejoins parfaitement, CEDEAO, Nations Unies, Communauté internationale, Union européenne, ce gouvernement de transition est redevable envers nous d'abord, les Maliennes et les Maliens. Et c'est maintenant nous qui devons être les premiers et les premières à demander, alors ces 24 mois-là, on fait quoi avec? Quelles sont maintenant les priorités restantes? Comment on va repartir les tâches avec les ressources? Qui fait quoi, comment, où et quand? C'est ce qu'on doit avoir clairement afin que la fin des 24 mois coïncide exactement avec la prestation de serment de la nouvelle présidente de la République. Je pense que c'est ce qui est important. Maintenant, si nous tombons d'accord, je pense que la CEDEAO n'aurait pas d'autre choix que de s'aligner derrière nous. La CEDEAO, c'est une organisation sous-régionale qui veut le bonheur de ses populations, jusqu'à preuve du contraire, et a l'obligation d'avoir des inquiétudes quand une partie de la population soulève des inquiétudes. Ça, c'est légitime. Mais si nous-mêmes, nous avons maintenant accepté que la transition aura une durée de 24 mois à partir de mars 2022, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qui est important, parce que la transition va finir avec les élections. Et avant ces élections, on a beaucoup de choses à faire. Nous avons parlé de la révision de la loi électorale, nous avons parlé de la nouvelle constitution, nous devons sécuriser le territoire, nous devons assurer que tous ces nouveaux majeurs, parce que ça aussi c'est un grand problème, quel fichier, il a parlé de ça, électoral nous allons faire? Je sais qu'il y a un recensement général de la population qui est en cours. Est-ce qu'on va accélérer le pas pour qu'on puisse vite boucler ce recensement et c'est 3 semaines pour le dénombrement. Et mettre toutes les Maliens et les Maliennes dans leurs droits. Parce que pendant très longtemps, ce vote, qui est un droit fondamental, a été, comme on dit, empêché. Et les Maliens se sont tus. Mais je pense que cette fois-ci, tout le monde va vouloir que sa voix compte. Ces millions et millions de nouveaux majeurs, c'est un grand problème, n'ont jamais pu avoir leur carte d'électeur. Nous avons l'obligation. Les Maliens établis à l'extérieur. Tout ça, c'est de la logistique, c'est de l'intelligence. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons le faire. À cœur vaillant, rien d'impossible. Mais ce n'est pas dans le tiraillement. Ce n'est pas dans le tiraillement que nous allons le faire. Donc, il y a beaucoup à faire et vraiment, vivement, cette charte de travail, plan d'action, renouvelé gouvernemental en adéquation avec les 24 mois pour que nous puissions pile poil 24 mois la nouvelle présidente prête serment, parce que bien sûr les femmes, nous aurons une candidate et nous allons tout faire pour que la prochaine candidate, parce que les hommes, pendant très longtemps, on vous a confié les rôles du pays, mais ça ne semble pas bouger. Badi. J'espère que votre regroupement politique va avoir une femme candidate. C'est possible. Hein? Bien sûr que c'est possible. Et vous aurez plus de chance en tout cas. Badi, sur le délai de 24 mois, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Dès les premières heures de la transition, nous avons dit que la question du délai est secondaire. Ceux qui sont dans les discussions de délai sont dans des calculs de placement politique. Nous sommes pour la 4e République. Nous avons dit dès le début, avant de parler de délai, définissons ce que nous voulons. Et nous avons dit c'est une opportunité pour refonder le pays. Si ça prend 5 ans, ça prend 5 ans. Ça, c'était notre position dès le départ. Premier point. Deuxième point, moi, ce qui me sidère, je ne me réjouis pas du tout de ce qui se passe de ces délais de 24 mois. Nous avons vu ici la CEDEAO outrepasser ses textes pour nous imposer des sanctions. Le Mali a réuni un pool d'avocats, a introduit
une demande au niveau de la Cour de justice de l'UEMOA pour la partie financière des sanctions, pas la fermeture des frontières. Chaque pays a la liberté de fermer ses frontières avec un autre pays. La Cour de justice, même si elle n'a pas tranché sur le fond, a dit, étant donné les préjudices irréparables et qu'on ne peut pas rattraper, il faut suspendre en attendant qu'on aille dans le fond. Nous, on s'est dit, bah, très bien. Du coup, lors du prochain sommet de l'UEMOA, ils vont prendre acte et suspendre. Qu'avons-nous vu? Rien. Moi, je défends mon pays. Le Mali ne peut pas avoir ce genre de décisions, ne peuvent pas sortir. La CEDEAO va faire fi de ça. L'UEMOA, précisément, va faire fi de ça. Par ricochet, la CEDEAO va faire fi de ça. Et moi, venir me réjouir des 24 mois. Nous sommes des hommes de principe. On ne peut pas dire que vous avez fait un coup d'État. C'est pour ça qu'on va vous imposer un certain nombre de choses et violer allègrement, en pleine journée, ce genre de texte. De quoi l'on parle? Ça, c'est quel genre d'attitude, cela? Nous ne nous associons pas à cela. Et d'ailleurs, même, nous avons donné quel droit à la CEDEAO de décider de notre destinée? Qui les a donné cette autorisation? C'est écrit où que le Mali donne sa souveraineté pour que la CEDEAO... C'est écrit où? Les sanctions sont illégales. 2, moi j'ai comme l'impression que tous les Maliens ont accepté que c'est la CEDEAO. Il y a le Premier ministre, il y a le Président, il y a le CNT. Au-dessus, c'est la CEDEAO. Ben non, la CEDEAO n'est pas une institution supranationale. À la base, c'était une organisation pour faciliter les échanges économiques. Sous l'influence de qui vous savez, on a essayé de mettre des éléments de soi-disant démocratie, de charte additionnelle qu'on a rajouté, alors qu'à la base, c'est pour faciliter les échanges économiques. On veut transformer cela en une institution ou un État sous nos États. Moi, ça m'attriste. Aucun d'entre nous ne devront accepter cela. Qu'on soit pour le gouvernement ou pas, c'est pas ça le sujet. C'est que moi, je suis profondément libre et souverain. Je n'ai donné aucune autorisation à la CEDEAO de définir ma destinée. Au début, nos gouvernements auraient dû s'assumer. S'ils ont des comptes à rendre, ce n'est pas à la CEDEAO, c'est à nous. Ils peuvent s'entendre avec tout ce qu'ils veulent avec la CEDEAO, sinon on n'est pas d'accord, ça sera défait. Ok, merci beaucoup. 2 minutes 30 secondes à chacun pour nous parler un peu de la journée d'information, ce que vous en pensez de cet exercice-là, de redevabilité, entre guillemets, du premier chef pour rendre compte, en tout cas, des actions, de l'action gouvernementale de façon générale. Monsieur Doulbreka, vous, quelle analyse avez-vous fait après avoir suivi peut-être cet entretien-là? Bon, c'est surtout un dialogue ou un échange sur la loi électorale. Mais je voudrais juste, si possible, consacrer un peu de mon temps à quelque chose de très important. 30 secondes. Oui, s'agissant de la CEDEAO, moi je pense que la CEDEAO est dans son rôle. Nous vivons, oui, elle est dans son rôle. Les sanctions, elles sont illégitimes, elles sont illégales, mais il faut reconnaître que ce n'est pas un modèle de laisser perdurer ceux qui font les coups d'État. Nous avons vu qu'après le coup d'État du Mali, des coups d'État ont éclaté un peu partout chez nos voisins. L'approche de la CEDEAO, je ne la partage pas et ce n'est pas lié de discuter l'approche qui aurait été la meilleure, mais il faut reconnaître que les coups d'État ne sont pas une bonne chose. Les Maliens même sanctionnent. Maintenant, il faut des mesures fortes pour pouvoir éviter que les coups d'État se perpétuent et perdurent. 24 mois, c'est largement suffisant. Il n'y a pas eu de transition au Mali qui a dépassé 24 mois, ni même 18 mois. Et nous sommes à 24 mois plus 18 mois écoulés. Donc il faut savoir être cohérent. Et nous avons défendu, je le dis bien, quand nous on défendait la souveraineté nationale pendant que d'autres n'étaient pas aux affaires, ils étaient à un autre côté. Mais la démocratie est, je pense, le vecteur alpha où tous les Maliens se retrouvent. Et nous devons donner la leçon que les coups d'État ne sont pas une solution. Ok. Hamadi Diko, rapidement, votre point de vue sur la journée d'information, ou si vous avez un autre sujet. La journée d'information, monsieur, comme je l'ai dit, je reviens là-dessus. Il faut que aujourd'hui les Maliens se donnent la main et se dire que le Mali, c'est comme notre mère. Et notre mère, elle est malade. Aujourd'hui, il faudra aller au-delà des disparités politiques et idéologiques. Il faudra aller au-delà de nos intérêts égoïstes. Et il faut que ceux qui gèrent aujourd'hui la destinée du pays comprennent qu'on ne gère pas un pays avec ego. Et quand on gère un pays, il faut essayer de se mettre au même niveau que les gens, même ceux qui ne nous aiment pas. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et quand
on te donne le pouvoir, il faut avoir l'humilité. Et c'est dire que tu ne dois pas prendre des décisions en fonction de ton humeur. Et qu'il faut vraiment rassembler les gens, il faut que les gens se mettent ensemble parce que les défis sont énormes, les défis sont incommensurables pour ce pays, parce que ce pays vient de là. Cet exercice était important pour Cet exercice, vous savez, elle est importante, c'est un droit pour le peuple malien qu'un PM ou un président viennent devant le peuple faire le compte rendu. Et c'est ce qui a d'ailleurs toujours manqué dans la gestion des affaires courantes de la République du Mali. Ok, merci beaucoup, Kumbaba. Je voulais me rassurer que je comprends bien la question. Vous parlez de quel exercice? Malikoura Tassera, qui est le Shogel Koukala. Malikoura Tassera qui vient d'être bouclé par le Premier ministre. Moi, je pense que c'était vraiment... Félicitations d'abord à l'ORTM pour la belle initiative et le fait que l'ORTM ait pris le temps de faire les débats et en français et en langue nationale. Et tous les ministres se sont prêtés au jeu. J'ai beaucoup aimé. J'ai aussi aimé le fait que le Premier ministre ait clôturé. Cependant, à ma petite position de citoyenne lambda, j'aimerais quand même vraiment formuler certains malaises par rapport aux 2 fois 12, 24 mois qui nous restent. C'est vraiment un cri de cœur à l'endroit du président de la transition. Et j'espère que ses conseillers ou conseillères écouteront ce débat pour lui dire de demander au Premier ministre de démissionner des regroupements politiques. Le Mali, l'amour du Mali et la tâche qui est devant lui ne se prêtent plus au jeu d'un partisanship. Il est grand temps que ce Premier ministre-là, qui peut être vraiment un grand-oncle, prenne le temps, il est presque en fin de carrière politique, le peu qui reste, il faudrait qu'il démissionne du M5-RFP et qu'il démissionne de tout ce qui est politique pour assumer une neutralité et se mettre à la tâche. La deuxième chose que je demande au président de la République ou le président de la transition, c'est aussi qu'il demande au gouvernement de ne pas parler en son nom. Si je comprends bien, le président de la transition est une institution. Bon, on est en transition. Mais la présidence est une institution, le gouvernement en est une autre. Et c'est le président qui coiffe le gouvernement. Mais j'ai toujours entendu, le président a dit ça, quand on pose une question directe au gouvernement, le gouvernement répond par ce que le président a fait. C'est le contraire ou quoi? Pour moi, c'est le gouvernement, c'est le président qui peut dire, le gouvernement a fait ça, je lui ai donné mandat. Mais le gouvernement ne peut pas justifier l'action du président. Donc il faudrait que maintenant, quand on pose une question directe au gouvernement, que le gouvernement nous dise clairement et nettement, et je compte sur le CNT pour faire cela, nous dise clairement et nettement qu'est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait. Et qu'il arrête de parler au nom du président. C'est le président qui peut parler en nom de son gouvernement. Donc ça, c'est vraiment deux choses. Et je voudrais vraiment, si le Premier ministre écoute, qu'il démissionne. Qu'on soit à l'aise avec un Premier ministre neutre pour les 24 ans qui nous restent, pour au moins les 24 mois qui nous restent, pour vraiment rapprocher un peu les positions, parce qu'on est fatigué. On est fatigué de ces divergences par rapport à la tâche qui nous incombe. Le reste du monde est en train d'explorer l'espace. Les gens vont en masse. Les gens sont en train vraiment de louer des navettes privées pour aller dans l'espace et nous n'avons même pas 9 mois plein d'années scolaires. Nos enfants n'ont pas de laboratoire. On n'a rien par rapport aux défis du monde. Et on est en train de se déchirer politiquement pour un pays qui n'existe presque plus. Donc vraiment, l'heure est grave et il est temps de se sacrifier pour ce pays. J'espère que le cri de cœur de Mme Kumbaba sera entendu. Badi Aïdara, dernier mot, peut-être sur la journée d'information. C'est une très bonne chose. De manière globale, pour synthétiser, on voit quand même que s'il y a quelque chose qui a changé au Mali, ça on l'a vu, c'est que le devoir de redevabilité est en train d'augmenter. Il n'est pas encore suffisant. Rappelez-vous, historiquement au Mali, quand il y a des reproches à un pouvoir élu, on vous dit « taisez-vous, le peuple est avec nous, on a été élu, on fait ce qu'on veut ». Il n'y avait pas cette notion de rendre compte. Avec tous les événements sociopolitiques qu'il y a eu, les gouvernements, les hommes politiques ou les gouvernants ont conscience que s'ils n'écoutent pas, s'ils ne prennent pas en compte, s'ils ne retournent pas vers les gens, ça va être compliqué. C'est une bonne chose. À la limite, une prochaine fois, j'aurais voulu qu'on puisse introduire des questions citoyennes, c'est-à-dire amener des citoyens, pas des citoyens qui sont d'accord, parce que même les bonnes idées, on a la magie de les pervertir dans ce pays. Ça veut choisir des gens de manière honnête, sans connaître à l'avance ce qu'ils vont dire, pour vraiment avoir quelques échanges,
pour que vraiment ça soit direct, franc et pas entre journalistes. Mais quand même, c'est une très bonne chose. On voit que les dirigeants maliens commencent à comprendre qu'ils ne pourront plus faire n'importe quoi comme avant, mais il faut encore que les citoyens augmentent cette pression davantage. Ok, merci beaucoup Badi Aïdara. Donc je pense que c'est ce qui met donc fin à ce débat consacré au renouvellement de la Constitution, mais également au nouveau délai de la transition de 24 mois. Donc nous étions sur ce plateau avec M. Doulbreka, qu'on remercie profondément. Voilà. Vous êtes le président de l'organisation qui s'appelle Assemblée nationale convergente des jeunes du Mali. C'est ça? Exactement. Voilà. Ensuite, nous avons également reçu sur ce plateau M. Hamadi Diko. Vous êtes le porte-parole de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage. Voilà, j'espère que vous n'avez pas beaucoup de jeunes chômeurs au sein de cette plateforme. Non, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Ah, donc c'est bon, déjà, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, Mme Kumbaba, qui est femme leader, experte communicante genre. Voilà, merci à vous également. Merci à vous. Je suis femme, je ne suis pas leader. Je suis communicante, certes. Ok. Et merci infiniment pour l'opportunité. Très bien. Badi Aïdara, qui est le secrétaire politique du mouvement Mali Renaissance. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Chers fidèles téléspectateurs, vous étiez donc à la bonne adresse, 235 Canal+. À très bientôt pour un prochain numéro sur Alafia TV.